Ça commence mal, je connais rien au bien commun. Je n'ai pas été au courant des questions, donc je vais soit répondre à côté, soit ne rien dire. En tout cas, le commun, je l'ai expérimenté dans la sécurité sociale, hein, lorsque de 45 à 60, le régime général, donc en termes de poids, l'équivalent du budget de l'État, a été géré parce que c'est un salaire socialisé par des conseils d'administration de caisse pour 3/4 des salariés et pour 1/4 des employeurs, des salariés élus tous les 5 ans, en 47, en 50, en 55, en 62, et des conseils d'administration qui élisaient les directeurs. On avait donc une hiérarchie élue, des conseils d'administration élus, et ça a parfaitement marché. Depuis qu'il n'y a plus tout ça, ça ne marche plus. C'est quand même une démonstration assez forte de la mobilisation que peut susciter une institution qui est posée comme un bien commun. C'est pas l'État, c'est pas quelque chose sur lequel on n'a aucune prise, l'emploi, l'organisation du travail. C'est un commun que l'on a construit par une institution nationale posée dans la loi et ça montre aussi qu'à un niveau macroéconomique, pas simplement dans des dispositifs communautaires, disons locaux, enfin des petites communautés locales, on peut faire une gestion démocratique. C'est ce qu'on a appelé la démocratie sociale. C'est ce que De Gaulle, dès son retour au pouvoir, s'est employé à supprimer. En mai 60, dans un décret de mai 61, il a supprimé le pouvoir général des conseils pour l'attribuer aux directeurs. Il a créé une école des directeurs à Saint-Étienne, où on n'enseigne rien sur la sécurité sociale, mais uniquement la gestion et le management. Et progressivement ensuite, il a cherché à retarder les élections qui devaient avoir lieu à 60. Bon, il n'a pas pu les supprimer, ils les ont eu lieu en 62, et puis il les a supprimés en 67. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que la Sécu, c'est l'État. Et de fait, nous devons à Juppé, qui certes a raté la réforme des retraites des régimes spécifiques en 95, mais qui a parfaitement réussi, en revanche, une forme d'étatisation de l'assurance maladie et de la sécurité sociale en général en 96. Là encore, j'y connais rien du tout. Vraiment, pour m'utiliser à contre-emploi, on ne fait vraiment pas mieux. En revanche, je peux dire des choses sur métier. Alors, l'école, il ne faut pas confondre certification et qualification. Il y a quand on analyse un acte de production, de produire un bien ou un service, il a deux versants très différents. On produit quelque chose qui sert. Je sais pas quoi, on emmène des gamins à l'école, ou on couvre un toit, ou etc. Bien. C'est le travail concret qui produit des valeurs d'usage. Et pour cela, il y a des diplômes, il y a une formation à l'école. L'école, elle certifie, c'est-à-dire qu'elle atteste que nous savons produire telle ou telle valeur d'usage. Et l'autre versant de la production, qu'il ne faut pas du tout confondre,
c'est le fait de produire de la valeur économique. Hein, parce que si, ça ne dépend pas du tout de la nature de ce que l'on fait. Hein. Je reprends les deux exemples que j'ai donnés, conduire des gamins à l'école, couvrir un toit. Si c'est les parents qui conduisent leurs gamins à l'école, ils ne sont pas réputés produire de la valeur économique. Et on va dire qu'ils ne travaillent pas. Hein. Ils sont actifs, ils sont utiles, mais ils ne travaillent pas. Si c'est une assistante maternelle qui conduit leur gamin à l'école, elle travaille. Hein. C'est-à-dire que la même activité va être réputée produire de la valeur et se traduire par le profit de l'employeur et le salaire de la salariée. On voit donc que là, on n'est pas du tout dans l'ordre du savoir-faire, dans l'ordre du métier, hein, dans l'ordre de la compétence professionnelle, dans l'ordre du diplôme. Ça, c'est l'école. Hein. On est dans un tout autre ordre qui est l'attribution de valeur à ce que nous faisons de concret. Et là, on est dans la qualification. La qualification, ce n'est pas du tout la certification. La qualification, ce n'est pas du tout le diplôme. L'école ne qualifie pas, l'école, elle certifie. Donc, je réponds quand même directement à la question, qu'est-ce que l'école ? L'école certifie. Et la qualification, elle, c'est l'autre versant de la production, hein, qui ne renvoie pas du tout à l'utilité sociale, qui ne mesure pas d'ailleurs l'utilité sociale de ce que l'on fait. Hein. La valeur économique, ce n'est pas la mesure de la valeur d'usage. Hein. Il peut y avoir des valeurs d'usage très négatives qui sont très valorisées économiquement, bien sûr. On peut conditionner du médiateur tout en étant payé. C'est de l'usage, bien sûr, ça sert à enrichir Servier, ça sert à rendre malade, mais parce que ça sert à enrichir Servier, ça va être réputé produire de la valeur économique, et donc ça vaudra salaire pour le conditionneur du médiateur. Mais on peut dire ça des mathématiques financières, on peut dire ça de beaucoup de choses. Hein. Dès lors que une qualification va être affectée à une activité, elle va être transformée en travail. Donc ça, c'est ce que ne fait pas l'école, précisément. Et heureusement, hein, vouloir que l'école qualifie, c'est ça le drame. Hein, c'est le fait qu'elle prépare au marché du travail. C'est bien ça qui la fout dedans. Hein, c'est ça qui met en cause la forme de nécessaire gratuité du rapport au savoir, avec une espèce d'obsession d'aller dans les filières les plus professionnalisantes, en fait, etc., par confusion entre certification et qualification, entre métier et production de valeur d'usage, donc, et production de valeur économique, où là, on est dans tout à fait autre chose qui relève de la violence sociale, qui relève des rapports sociaux, hein. Définir ce qui vaut dans ce que nous faisons, définir ce qui va avoir une évaluation monétaire dans ce que nous faisons, et qui, pour nous, se traduira par un salaire ou par un bénéfice si on est travailleur indépendant. Définir cela, maîtriser cette définition, c'est être classe dirigeante. C'est la classe dirigeante qui décide de ce qui vaut, c'est elle qui organise ce qui vaut, c'est elle qui, le faisant, nous ôte toute maîtrise sur le travail, c'est-à-dire cette part de la valeur ajoutée en termes de richesse, en termes d'utilité sociale, qui est réputée valoir également économiquement. Ah oui, mais ça, c'est la fête des mères. Hein. Si vous reconnaissez autrement qu'en termes de rémunération, c'est quand même pas formidable. Hein. Donc, il faut, je crois, revenir sur la distinction que je viens de faire. Hein. Quand on produit un bien ou un service quelconque, on produit à la fois quelque chose qui est utile, qui est socialement utile, d'accord ? Et dans certains cas, en produisant cela, on produit aussi de la valeur économique qui va s'exprimer par de la monnaie. Et donc, de fait, il y a une double reconnaissance de notre activité. Il y a la reconnaissance, oui, de la fête des mères. Hein, on est utile et on nous honore pour notre utilité sociale, d'accord ? Et puis, il y a la reconnaissance monétaire parce que ce que l'on fait est considéré comme productif, non seulement de valeur d'usage, mais aussi de valeur économique.
la question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir une reconnaissance de la valeur économique en dehors de l'emploi? Puisque, de fait, dans le capitalisme, la transformation d'une activité en travail s'opère par l'emploi. La transformation d'une activité qui produit de la valeur d'usage en travail qui produit de la valeur économique, la même activité, conduire des gamins à l'école, la transformation d'une activité en travail s'opère par la médiation de l'emploi. C'est l'institution dans laquelle s'inscrit mon activité qui la transforme en travail ou pas. Si c'est l'institution famille, ce que je fais dans le cadre de la famille, ça ne transforme pas mon activité en travail. Sauf si je suis salarié à domicile. Et là, mais ce n'est pas la famille, c'est le domicile de l'emploi salarié. Mais si ce que je fais se fait dans le cadre de l'emploi, alors c'est réputé être du travail. Quoi que je fasse, ce n'est pas du tout, encore une fois, le contenu de ce que je fais qui fonde le travail, c'est l'institution légitime dans laquelle cela s'inscrit. Et l'institution légitime dans le capitalisme pour transformer du travail, enfin une activité en travail, c'est l'emploi, c'est-à-dire, et là il faut être précis parce que c'est ce qui va me permettre de dire qu'il y a déjà plein de gens qui aujourd'hui sont reconnus monétairement pour du travail alors qu'ils n'ont pas d'emploi. Il y a déjà plein de gens qui sont libérés de l'emploi dans notre société. Encore faut-il se mettre d'accord sur le mot emploi. Emploi, c'est le fait d'attribuer le salaire à un poste de travail. Vous prenez une convention collective, elle va qualifier des postes. La qualification dont j'ai parlé, c'est-à-dire la réputation de produire de la valeur à un certain niveau. Je dis réputation parce que nous sommes dans les rapports sociaux, nous sommes dans la convention sociale. Je sais pas, la domination masculine, et là on sort du capitalisme, c'est un dispositif plus large que le capitalisme. La domination masculine repose sur l'idée que les femmes, c'est très utile. Mais pas de poste qu'elles produisent, c'est pas productif. Ça n'a pas de valeur, d'accord ? Alors on va exalter leur utilité sociale, mais en niant qu'elles produisent de la valeur. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer métier et qualification, diplôme et qualification, compétence et qualification. Qualification, c'est ce qui se rapporte au travail abstrait, dira-t-on dans la tradition économique. Donc, non pas le travail concret qui fait qu'on conduit des gamins à l'école ou qu'on couvre un toit, mais le travail abstrait, c'est-à-dire le travail qui, hors de toute définition concrète, est supposé produire un certain niveau de valeur. Or, c'est ce qu'on fait dans une convention collective. On attribue un niveau de qualification à un poste, et donc on met un salaire en face d'un poste. Et l'employeur va devoir respecter ce salaire correspondant à la qualification du poste. Du poste, c'est ça. C'est-à-dire qu'un salarié, dans cette logique-là, il n'est jamais payé lui. Jamais. Ce qui est payé, c'est son poste. C'est un poste sur lequel il n'a aucune maîtrise. Aucune maîtrise. Le lieu du poste, l'objet du poste... ça ne lui appartient pas du tout. Ça appartient au propriétaire de l'outil de travail. Lui, il n'a rien à dire sur le poste, il ne maîtrise rien, d'accord ? Il entre dans un rapport de subordination avec le propriétaire du poste de travail. Il a un emploi, c'est-à-dire un poste de travail à un certain niveau de qualification. L'emploi, c'est le fait d'attribuer la qualification et donc le salaire à un poste de travail. L'emploi, c'est l'arme de guerre des propriétaires, puisque c'est ce qui leur permet de nous nier comme producteurs de valeur en affectant la production de valeur à une chose qui est leur propriété, le poste de travail. Le capitalisme qualifie des choses, jamais des personnes. Et la libération de l'emploi, ça suppose que ce soit la personne qui soit qualifiée, que le salaire soit un attribut non pas d'une chose qui est la propriété d'une classe sur laquelle nous n'avons aucune prise, cette chose-là, et qui fait que nous sommes obligés d'aller sur un marché du travail en chemise, pieds nus, la corde au cou, pour être tanné, comme nous dit Marx.
Mais parce que la classe ouvrière existe, parce que le capitalisme n'est pas du tout une structure de domination qui ne bougerait que pour rester à l'identique, parce que le capitalisme, c'est une contradiction au travail, la classe ouvrière a conquis une autre pratique de la valeur économique, une autre matrice du travail que l'emploi, qui est le salaire à vie, précisément. Le salaire à vie, c'est ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'emploi pour être payés. C'est le cas des fonctionnaires qui n'ont pas d'emploi, ils ont un grade, ils sont payés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires. Hein. Le chômage, c'est la conséquence de l'emploi. Hein. C'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a du chômage. Hein. C'est parce que c'est les postes qui sont payés que si on n'a pas de poste, on est au chômage. Hein. Ce qui génère le chômage, c'est l'emploi. C'est pour ça qu'en aucun cas, l'emploi ne peut être le contraire du chômage. L'emploi, c'est la cause du chômage. Hein. Donc se battre pour l'emploi, c'est une bataille dans laquelle on se tire des balles dans le pied, bien sûr. La seule bataille fondamentale qu'a menée la classe ouvrière quand elle était à l'offensive, c'est une bataille pour affecter le salaire aux personnes et non pas aux postes. Et ça a été emporté dans la fonction publique. Nous avons le statut de 46 de la fonction publique avec Maurice Thorez, ministre communiste, qui met en place ce salaire à vie des fonctionnaires. Et puis vous avez la sécurité sociale avec Ambroise Croizat, ministre communiste, qui, là encore, par la cotisation, va payer des fonctionnaires, les fonctionnaires du service public hospitalier, va payer des professionnels de santé libéraux qui sont eux aussi libérés de l'emploi et du marché du travail, mais libérés aussi du marché des marchandises, puisqu'ils ont une clientèle qui est solvabilisée par la cotisation d'assurance maladie. Eux aussi sont dans une logique finalement de relatif salaire à vie. Et puis la cotisation qui finance les retraités, les retraités qui ont un salaire à vie. Ils n'ont plus besoin de passer par le marché du travail et ils ne connaissent pas le chômage et ils sont payés. Donc nous avons déjà beaucoup. Il ne s'agit pas de chercher midi à 14 heures, il s'agit de généraliser le déjà là. Oui, là, je suis un peu plus sur mon terrain, d'ailleurs, immédiatement, mais finalement, j'ai quand même réussi à retomber sur mes pattes à partir de vos questions précédentes. Le problème n'est pas de supprimer l'intérêt, c'est de supprimer le crédit tout court, hein, parce que là aussi, nous l'avons déjà fait. Parce que si vous supprimez le taux d'intérêt, vous ne supprimez pas les prêteurs. Or, les prêteurs n'existent que parce qu'ils ont piqué. Et donc, par exemple, revendiquer du crédit public, c'est légitimer le crédit privé. Hein. Certes, on va le cantonner, mais on continue à penser que le crédit est nécessaire. Or, le crédit n'est évidemment pas nécessaire. Alors, il faut distinguer deux choses pour ne pas se tromper hein, dans l'évaluation de ce que l'on raconte sur le crédit. Vous avez le crédit qui finance de la consommation et le crédit qui finance de l'investissement. Ce sont deux formes totalement différentes de crédit. Hein. C'est pour ça que la distinction étatique, etc., ne me paraît pas peut-être la meilleure. Le crédit qui finance de la consommation. Alors, il y en a une partie qui doit évidemment disparaître. C'est tous les cofidis, cartes printemps et autres saloperies qui sont de l'usure, d'accord parce qu'ils financent l'achat de biens dont le montant est inférieur à nos ressources mensuelles. Et que si nous avions des salaires normaux, il n'y aurait pas besoin de ce crédit à la consommation. Hein. Donc ce crédit à la consommation-là, qui est par ailleurs totalement usuraire, est un crédit qui n'a aucune légitimité. Le crédit, maintenant, à la consommation, pour acheter un bien lourd, je ne sais pas, une voiture, un bien dont le montant excède, bien de consommation, hein, dont le montant excède le flux courant de nos ressources. Là, il est nécessaire, hein, l'épargne, le crédit, etc. Mais il n'a de légitimité que, et là vous avez raison, hein, que sans taux d'intérêt réel. Hein. Il peut y avoir un taux d'intérêt qui correspond à la hausse du prix de la vie, il peut y avoir un taux d'intérêt qui correspond au salaire à verser à ceux qui gèrent l'institution de crédit,
Mais en dehors de cela, il n'y a aucune légitimité, effectivement, à un taux d'intérêt. Mais il y a une nécessité de ce crédit-là. Maintenant, le crédit pour financer l'investissement, lui, il n'a strictement aucune légitimité. Aucune. Puisque financer l'investissement à crédit, c'est anticiper la valeur qui va être créée grâce à cet outil de travail nouveau. Cet outil de travail va permettre de générer du travail qui créera la valeur correspondant à l'anticipation que correspond soit la création monétaire, soit l'affectation d'une partie du PIB à cet outil de travail nouveau. Donc il n'y a aucune raison de rembourser une avance. Cette avance, elle a comme contrepartie la production qui va être faite. Donc l'idée qu'on ne peut financer l'investissement qu'à crédit, c'est ce que, ma foi, le formatage que nous subissons depuis notre naissance nous fait croire. C'est la légitimation d'une pratique capitaliste, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'investissement dans le capitalisme est financé à crédit? Mais je vais prendre les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons un PIB de 2000 milliards. Ce PIB se structure entre salaire et profit, puisque c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est les chiffres d'affaires, moins les consommations intermédiaires, et donc c'est le salaire et le profit. Dans le profit et le salaire, il y a les cotisations, il y a l'impôt, bien sûr. Répartition actuelle du PIB, 35% de profit. Nous avons 700 milliards de profit. Nous produisons 2000 milliards, et il y a 700 milliards qui sont la prédation des propriétaires. Qui n'existent que parce que les institutions de leur violence sont là, sont fortes, sont défendues et sont admises par nous. Nous admettons le marché du travail. Nous souhaitons que nos enfants aillent dans des filières qui fassent qu'ils trouvent une place sur le marché du travail. Nous admettons le crédit, mais vous voyez bien que le crédit, c'est une violence capitaliste énorme, qui consiste à nous piquer 700 milliards d'euros et puis ensuite à nous les prêter. Je te pique, je te prête, tu me rembourses. C'est assez pratique comme situation quand on est dirigeant, quand on est classe dirigeante. C'est aussi assez facile à expliquer. Encore une fois, ce que je raconte est d'une simplicité biblique. Il n'y a pas besoin de longs discours. À partir du moment où, au lieu de filer 700 milliards à des parasites, nous les gardons pour nous, nous allons affecter. Alors, je rappelle que sur ces 700 milliards, il n'en affecte que 400 à l'investissement, puisqu'il y a 300 milliards qui vont aux dividendes après investissement, au taux d'intérêt, etc., et qui vont partir soit dans de la consommation somptuaire, soit dans de la spéculation. C'est les 15% de prédation totalement parasitaire et qui plombe notre activité parce que plus nous produisons, plus se dresse devant nous un mur de profit qui, à travers la spéculation, nous emprisonne encore davantage. Mais les 400 milliards qui sont investis, il n'est pas plus légitime qu'ils le soient par crédit. Il suffit qu'ils ne nous le piquent plus. Nous sommes assez capables d'affecter nous-mêmes les 400 milliards que nous sommes en train de produire. Les 400 milliards d'investissement de l'année, on ne connaît pas encore les chiffres de 2014, mais les 400 milliards d'investissement de 2013 ont été produits en 2013, bien sûr. C'est une partie du PIB que nous n'affectons pas à la consommation finale, qui va à la production de l'outil de travail. Donc il n'y a strictement aucune raison que cela soit financé par un crédit. Et puis si nous voulons anticiper une création supplémentaire, et là il faut créer de la monnaie, puisqu'il n'y a pas dans la valeur créée l'équivalent, eh bien nous créons de la monnaie qui anticipe la valeur nouvelle et la contrepartie de cette monnaie. Une monnaie, pour que ce soit pas inflationniste, il faut qu'il y ait de la valeur en face, d'accord? La contrepartie de cette monnaie, c'est la production supplémentaire qui va être rendue possible par cet investissement, par le travail, bien sûr. L'investissement ne produit rien, mais par le travail sur cet investissement. Donc,
le crédit pour financer l'investissement n'a aucune légitimité. Il y a des audits sur la dette légitime, c'est vite fait l'audit sur la légitime, hein, d'accord ? Aucune dette n'est légitime. Aucune dette n'est légitime dès lors que c'est une dette qui finance de l'investissement. Puisque en face d'un investissement, il y a une production de valeur correspondant à la monnaie émise. Aucune dette n'est légitime dès lors qu'elle finance de l'investissement. Comment sortir de cette aliénation? Donc le problème n'est pas de supprimer le taux d'intérêt, hein, c'est de supprimer le taux d'intérêt, bien sûr, mais la dette. Donc la monnaie créée par endettement doit être supprimée, bien sûr, et le fait d'affecter une partie du PIB par endettement parce que la classe dirigeante nous le pique et ensuite nous le prête. Mais nous l'avons déjà fait, tout ça. Encore une fois, ce que je passe mon temps à dire, hein, c'est que nous ne retrouverons l'offensive que lorsque nous serons enfin fidèles à notre histoire collective, que la classe dirigeante nous vole, bien sûr, en permanence. Il s'agit de retrouver le ressort de notre histoire collective, celle qui nous a fait construire la fonction publique, c'est ce qui nous a fait construire les nationalisations, c'est ce qui nous a fait construire la sécurité sociale, etc., etc. C'est ce qui nous a fait construire une presse libre, totalement dégagée de l'argent en 1945. Tout ça a été possible, non pas parce qu'il y avait une espèce de hasard historique, parce qu'il y avait une classe organisée, avec un discours autonome, avec des organisations autonomes qui n'étaient pas là en permanence à courir après l'agenda des adversaires comme aujourd'hui. Donc à partir du moment où on sait lire ce que nous avons déjà construit, on s'aperçoit qu'on a déjà construit la récupération par nous-mêmes de la valeur pour financer l'investissement par subvention. Comment est-ce qu'on a créé les CHU? Dans les années 60, les CHU, c'est une invention énorme. Dans les années 50 encore, l'hôpital, c'est un lieu, c'est un mouroir. Hein, c'est un mouroir. Il y a toute une opinion populaire. Surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant, enfin, etc., etc. Bon. La sanitarisation de l'appareil hospitalier, la salarisation de l'élite du corps médical, tout ça s'est fait dans les années 60. On a été chercher des prêteurs, on a fait des choses, le marché des capitaux, comme le fait aujourd'hui la CADES à cause de Juppé. Mais pas du tout. On a augmenté le taux de cotisation maladie. C'est-à-dire que nous nous sommes affectés à nous-mêmes, à travers le salaire socialisé, la partie du PIB correspondant à l'investissement dans les CHU. Et l'assurance maladie, elle n'a pas prêté à l'hôpital, elle a subventionné l'hôpital. Donc on sait faire et on fera. Ben, il ne suffit pas qu'elles en aient l'objectif, il faut qu'elles en aient les capacités institutionnelles. C'est-à-dire qu'elles en aient le pouvoir. Et vous voyez bien que le pouvoir, c'est-à-dire l'enjeu même de la valeur économique, hein, le pouvoir, c'est une affaire de lutte de classe. C'est-à-dire comment ceux que les propriétaires de l'outil de travail. Alors aujourd'hui, ce n'est pas d'abord les propriétaires directs. Nous sommes dans un capitalisme financier. La baisse du taux de profit fait que vous avez une centralisation du profit à l'échelle mondiale dans des centres d'accumulation pour accumuler en moins de mains une masse de profit qui se réduit relativement au capital avancé. Donc ce n'est pas forcément les propriétaires directs. Souvent, les patrons de PME... leur ponction prédatrice, elle est assez faible. En revanche, les prêteurs se partagent l'essentiel du profit qui est généré par le travail, par notre travail collectif. Donc, ces propriétaires qui, encore une fois, récupèrent 35% de ce que nous produisons. Pour donner un chiffre, même pour faire réfléchir, parce que ce n'est pas sur la feuille de paye, hein, mais on pourrait revendiquer que ça le soit, ce serait assez rigolo. Les données macroéconomiques actuelles, les salariés du privé, qui sont l'essentiel de ceux qui génèrent le profit, hein, les fonctionnaires
tous ceux qui travaillent dans des entreprises à but non lucratif, etc., on ne peut pas dire qu'ils génèrent le profit, même si leur activité peut servir des entreprises capitalistes. Enfin, globalement, c'est surtout les salariés du privé qui génèrent le profit. Si on prend les salaires directs, les salaires nets, au bas de la feuille de paye des salariés du privé, on a à peu près 500 milliards. Et le profit, c'est 700 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque fois qu'un salarié du privé gagne 500, il y a des propriétaires qui gagnent 700 sur son boulot. Et ça, ce n'est pas sur la feuille de paye. Hein. Si vous avez 2000 € de salaire net, vous générez par ailleurs 2800 € de profit. Alors, c'est une moyenne, hein, bien sûr. Hein. C'est beaucoup plus si vous êtes à Total, c'est beaucoup moins si vous êtes dans la PME du coin, bien sûr. Mais encore que ça dépend de la PME, bien sûr. Donc, ces propriétaires ont le pouvoir à la fois parce qu'ils maîtrisent l'investissement et parce qu'ils maîtrisent nos vies avec le chantage à l'emploi, en affectant le salaire à des choses dont ils sont propriétaires, jamais à nos personnes. Donc, si nous voulons délibérer pour que les valeurs d'usage que nous produisons soient conformes au bien commun, encore faut-il que nous puissions délibérer. Et pour délibérer, il n'y a pas 36 solutions, il faut être propriétaire. Et pour l'ouvrir, si on est propriétaire, parce qu'on peut être propriétaire et pas l'ouvrir, parce qu'il y a des chefs, parce qu'il y a des copinages, parce qu'on voit ça partout, d'accord ? Il y a dans des tas de lieux où on est copropriétaire, parce que c'est des coopératives, parce que c'est des associations, tout ça, et pourtant on ne décide pas, d'accord ? Donc pour qu'il y ait copropriété et effective délibération démocratique, il faut qu'il y ait salaire à vie. C'est-à-dire que notre salaire ne dépende pas du tout de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Que le salaire ne soit pas payé par l'entreprise, que le salaire ne soit pas payé par la municipalité, par le service public, etc. Que le salaire soit payé par une caisse qui nous libère de l'allégeance au collectif de travail dans lequel nous sommes pour être payés. Donc les conditions de la délibération collective, c'est la propriété d'usage. J'espère qu'une question me permettra de causer usage lucratif dans la propriété, j'en sais rien, si vous avez prévu un truc sur la propriété. Je ne l'ai pas prévu, c'est dommage, mais enfin bon. La seconde condition, c'est que nos salaires ne soient pas versés par le lieu où nous travaillons. Ce qui d'ailleurs libère nos collectifs, parce que beaucoup de collectifs justement alternatifs s'épuisent à chercher des sous pour faire le chiffre, pour payer les salariés. Alors que là, la question ne se posera plus. Hein. Mais encore une fois, nous le faisons déjà. Si vous sortez simplement avec l'idée que nous le faisons déjà, je n'aurais pas perdu mon temps. Parce qu'on passe son temps à chercher dans de l'exotique marginal une alternative qui est déjà au cœur même du dispositif. Nous le faisons déjà à travers le fait que notre salaire ne relève d'un rapport microéconomique à un employeur que pour 55%. 45% de notre salaire va à des caisses. L'entreprise ne nous paye pas, elle verse une cotisation à des caisses. Et heureusement que c'est ces caisses qui assurent ma retraite. Sinon, mon employeur, il a peut-être disparu depuis belle lurette. Donc, nous avons déjà inventé, et c'est ça qui est fondamental, hein, une socialisation de la valeur économique dans des caisses qui dissocie le salaire de l'emploi. Ce qui permet de payer des gens sans emploi. Donc ce que nous allons faire, c'est passer de 45 à 100%. Que tout notre salaire, ce soit de la cotisation. Alors, faut définir les droits sociaux. Je vais répondre à la question, est-ce que nous continuerons à travailler si on a un salaire à vie ?
Ça vous va, ça, comme transposition de votre question? Est-ce que l'aiguillon du marché du travail est nécessaire pour, pour la mise au travail, deux, pour la coordination des activités économiques, hein? Le marché du travail, c'est ce qui permet à des propriétaires de l'outil de travail d'organiser la production. Il n'y a pas que le marché des biens, il y a aussi le marché du travail, en affectant la main-d'œuvre à telle ou telle production et pas à d'autres. Est-ce que s'il n'y a plus ce mode de coordination des activités, puisque chacun est titulaire d'un salaire, et donc ne dépend pas de la décision d'un employeur pour faire ce qu'il fait, s'il n'y a plus d'employeur, c'est-à-dire si plus personne ne peut dire « je t'embauche aujourd'hui et demain je te licencie du poste de travail dont je suis propriétaire », s'il n'y a plus ça, si ça n'existe plus, comment va se faire la coordination entre nos aspirations, dont nous allons être porteurs, et porteurs avec un salaire qui fait que on envoie au plot quiconque, hein, avec un salaire comme droit politique, irrévocable. Qu'est-ce qui fait qu'une coordination va être possible et que tout le monde ne va pas se précipiter sur une même activité, éventuellement d'intérêt marginal, ou que des choses décisives ne seront pas faites, etc., etc. Je vous renvoie, parce que là j'ai 5 minutes, mais j'ai eu 1h30 dans un débat avec Lordon là-dessus, donc je vous renvoie à... Je ne sais pas sur quoi ça figure, moi je n'ai pas le temps d'aller sur le net, mais... bon, alors sur YouTube, vous aurez... c'est peut-être aussi, je préférerais que ce soit là-dessus, sur le site de Réseau Salariat, hein, réseau-salariat.info. Vous pouvez peut-être trouver cette vidéo, parce que c'est la question que me pose Lordon, j'y réponds longuement. Vous avez aussi une longue réponse dans un chapitre d'Émanciper le travail, qui est à votre disposition, moyennant 10 €, grâce aux pages blanches. Non, c'est les pages blanches. Je ne sais plus quelle est la librairie qui assure la machine à lire, pardon, grâce à la machine à lire. Les éléments, je réponds à toute vitesse, hein, les éléments qui vont assurer la coordination, sans Gosplan, le Gosplan ça a échoué, hein, mais sans non plus qu'il y ait des juxtapositions d'autogestion, parce que ça échoue aussi, ça. Il faut une coordination, hein. Nous aurons des entreprises en autogestion, bien sûr, puisque ce sera la copropriété d'usage de collectifs de travail, mais encore faut-il qu'il y ait coordination de l'activité. D'une part, il y aura la coordination marchande, hein. Supprimer ces deux marchés proprement capitalistes, qui sont le marché du travail et le marché des capitaux, ça il faut absolument les supprimer, hein, par un salaire à vie payé par des cotisations salaires qui vont à des caisses, hein. Il faut affecter 60% du PIB pour qu'on ait tous de 18 ans à notre mort, pardon, pour les 50 millions que nous sommes résidents sur le territoire, sur le droit du sol, bien sûr. Les 50 millions que nous sommes à avoir plus de 18 ans, hein, si nous voulons un salaire à vie, qui sont en moyenne de 25 000 € par an, il faut que nous consacrions 50 millions de fois 25 000, ça fait 1250 milliards, c'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au salaire et au travail indépendant, au revenu du travail indépendant. Nous consacrons 1300 milliards au profit, 700 milliards au profit et 1300 milliards au revenu du travail, comme on dit, d'accord. Donc nous pouvons dès maintenant, hein, assurer un salaire à vie, hein, irrévocable, comme droit politique, à tous les plus de 18 ans, avec une moyenne de 25 000 € par an, dans une fourchette, par exemple, 1500 € pour tous à 18 ans, et puis un salaire maximum de 6 000 €, des épreuves de qualification qui permettent d'avoir une carrière salariale. Comment nous allons organiser des entreprises, enfin une coordination entre des entreprises qui vont être
dirigées par ces titulaires d'un salaire. D'une part, elles vont produire des biens marchands, des biens à prix, hein, parce que le marché n'est pas le marché capitaliste. Hein. Faisons la différence entre une AMAP qui produit des tomates, d'accord, et puis les tomates que vous trouvez dans une grande surface, qui va bien faire la différence entre marchandises et marchandises capitalistes. Le projet, ce n'est pas de supprimer les marchandises. La marchandise, c'est une façon monétaire de réguler l'activité qui est extrêmement performante. Mais la différence entre marchandises et marchandises capitalistes, il faut qu'on supprime la marchandise capitaliste. Hein, c'est la différence entre la tomate grappe que vous achetez, hein, surtout si elle est grappe, elle sent bon. Hein, et puis vous apercevez que ce n'est pas une tomate quand vous la mangez, bien sûr. Elle a grandi sans soleil, sans terre, sans rien, dans un hors-sol qui fait que c'est un produit plus ou moins chimique. Ça, c'est une marchandise capitaliste. C'est-à-dire une marchandise qui est produite par des forces de travail valorisant du capital et donc travaillant sous la dictature du temps, hein, puisque la mesure capitaliste de la valeur, c'est le temps. Dans une AMAP, vous avez un produit à prix. La tomate, elle est à prix, d'accord ? Alors, je ne fais pas l'éloge de l'AMAP qui permet à des bobos de faire vivre fort mal des paysans, mais on voit bien, hein, que la marchandise ne se réduit pas à la marchandise capitaliste. Hein, bien sûr que non. Hein. Et la marchandise doit rester comme forme de coordination. Donc si ce que je fais ne suscite aucun client, ma foi, il faudra quand même bien que je change, hein, et que je modifie mon projet en fonction de cela. Le fait qu'il n'ait aucun client, collectif, enfin, collectif de travail ou comme travailleur indépendant, le travail indépendant va augmenter plutôt, hein, globalement, dans un tel dispositif où nous sommes maîtres de nos vies et nous pouvons avoir des trajectoires beaucoup plus souples entre le travail indépendant, le fonctionnariat, la participation à un collectif, etc., bien sûr. Bon. Mais si ce produit-là de notre activité commune ne suscite aucune demande, la sanction, ce ne sera pas le fait que nous soyons à poil, soit en faillite, soit au chômage. Cette sanction-là, elle est aberrante, elle est source non seulement de souffrance sociale, mais elle est source d'aberration dans notre organisation collective. Donc supprimer cette sanction-là est absolument nécessaire. Hein. C'est pour ça que nous devons être, comme travailleurs indépendants ou comme salariés ou comme fonctionnaires, titulaires de notre salaire. Hein, et avoir des ressources au nom de notre qualification, pas au nom du produit marchand que nous vendons. Hein. Donc, que cette sanction-là soit supprimée, évidemment, ne supprime pas la sanction de devoir changer si les pizzas qu'on fait n'ont aucun client. Il y a un moment où les gens... Pourquoi est-ce que nous travaillons ? Parce que nous aimons participer dans la sphère publique à la production du commun. On aime ça, c'est ça qui fait notre humanité. Mais si notre contribution ne suscite que des bofs, soit on s'obstine, soit on change, d'accord. Mais il y aura bien une régulation, hein, de ce fait. Nous allons avoir une régulation, et c'est encore une régulation très décisive, par le conflit d'institutions qui seront porteuses. Je parle d'une régulation horizontale, c'est ça qu'il faut, hein, mais une régulation, une coordination d'institutions qui seront porteuses d'intérêts divergents, hein, entre les entreprises et les caisses d'investissement, entre les entreprises et les caisses de salaire, entre les caisses de salaire et les jurys de qualification, entre les caisses de salaire et les caisses de gratuité qui recueilleront une cotisation qui ne sera pas ni pour l'investissement ni pour les salaires, mais pour tous les besoins de fonctionnement courant des services que nous voudrons gratuits, si nous voulons la gratuité du logement, la gratuité des transports de proximité, la gratuité des premières consommations d'eau et d'énergie, enfin toutes ces gratuités-là qu'il faut conquérir. Il faudra qu'une partie du PIB aille pas simplement au salaire et à l'investissement, mais également à la gratuité, c'est-à-dire aux dépenses de consommation courante des services publics qui financeront leurs investissements par la caisse d'investissement et leurs salaires par la caisse des salaires. Bon, vous allez avoir des conflits permanents. J'en donne un très simple. Hein. L'entreprise ne paye plus ses salariés. L'entreprise cotise.
60% de sa valeur ajoutée, on a dit. Hein. Si nous voulons qu'il y ait un salaire d'un tel niveau, il faut affecter 60% du PIB. J'ai donné 250 milliards pour un PIB de 2000 milliards. Donc les entreprises cotisent à hauteur de 60% de leur valeur ajoutée à des caisses de salaire. Et elles embauchent qui elles veulent. Absolument qui elles veulent. La cotisation n'est pas proportionnelle au salaire correspondant à leurs salariés. La cotisation, elle est proportionnelle à leur valeur ajoutée. Donc vous allez avoir des conflits où la caisse des salaires va dire « Bon, ben d'accord, c'est bien gentil votre truc, mais enfin vous nous apportez chaque année 1 million en cotisation salaire, mais quand je regarde les salaires qui vont aux gens que vous embauchez, c'est 3 millions. » Bon. Alors évidemment, hein, nous n'allons pas restaurer le 3 millions de cotisations pour 3 millions de salaires, parce qu'on restaure le marché du travail, hein, évidemment. Hein. Mais vous voyez bien qu'il va y avoir un conflit, qu'il va falloir qu'on gère, il va falloir qu'on soit très intelligent collectivement. Hein. Tout ça est passionnant. Alors, sur la question de la compétitivité par la réduction du temps de travail par unité produite, il est clair que ça, il s'agit de s'en débarrasser. Or, nous nous sommes déjà débarrassés. C'est toujours la même réponse, d'accord, hein. Parce que si nous voulons repartir, il faut que nous repartions à partir d'un tremplin déjà là, d'accord, hein. Il faut qu'on le voit. Hein. Notre problème, c'est un problème de cécité collective qui fait que nous sommes une forme de désespoir. On ne sait pas par où prendre les trucs, alors qu'on sait par où prendre les trucs. Donc, le capitalisme repose sur des institutions spécifiques qui sont le marché du travail, on a vu comment on a commencé à s'en libérer, qui sont le crédit, on a vu comment on a commencé pour financer l'investissement, donc tous qui sont la propriété lucrative, j'espère que ça va venir, et qui sont la mesure de la valeur par le temps de travail. Il ne faut pas naturaliser tout cela. Hein. En aucun cas, il n'est naturel que la mesure de la valeur économique, ce soit le temps de travail. C'est de la violence, là. Hein. Il y a des sociétés qui ne mesurent pas du tout la valeur par le temps. Les sociétés qui ont construit des cathédrales ne mesuraient pas la valeur par le temps. Hein. Si on ne construit plus de cathédrales aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que ça ne nous intéresse pas, c'est parce qu'on ne voit pas comment on pourrait passer du temps pour construire des cathédrales. Donc, compte tenu que le temps, c'est de l'argent, en fait, etc., d'accord. Donc, la mesure de la valeur par le temps, c'est une institution capitaliste absolument mortifère, hein, puisque dans la concurrence intercapitaliste, chaque capitaliste a en permanence l'aiguillon de réduire le temps de travail par unité produite. Puisque si le prix de marché, hein, qui est un prix mesuré par le temps de production, et pour, je sais pas quoi, pour une automobile de 2000 heures, hein, eh bien, le premier capitaliste qui passe à 1800 heures va pouvoir la vendre à 2000 heures. Et donc, il fera non seulement la plus-value sur l'exploitation de ces 1800 heures, mais en plus une plus-value extra sur les 200 heures du prix de marché qui excède ses coûts à lui. Bien. Donc, chaque capitaliste va passer ensuite à 1800. Sinon, tous ceux qui ne passent pas à 1800, ils crèvent, d'accord ? Ben, ensuite, on passera à 1600, puis 1200, puis 1000, puis 800. Et nous entrons dans une incapacité de produire des valeurs d'usage. Notre travail concret devient impossible parce que notre travail abstrait est réglé, celui qui mesure la valeur, est réglé par une mesure mortifère. Supprimer la mesure de la valeur par le temps de travail abstrait, hein, est absolument nécessaire. Or, c'est possible, puisque nous mesurons déjà toute une part du PIB par la qualification du producteur. Comment est-ce qu'on mesure la contribution de l'administration au PIB ? On additionne les salaires des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, ils ont une qualification propre. Donc, c'est la somme de salaires à vie qui mesure la valeur. Faisons pareil pour tout. Sur l'économie sociale et solidaire. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai abordé votre question, je crois, votre deuxième question macro-micro et contient la première.
toutes les expérimentations que nous sommes en train de faire. Et quand je dis nous, parce que le nous, il est pluriel, hein, moi, je suis porteur de la tradition cégéto-communiste, je suis au Parti communiste, je suis à la FSU, vous voyez, bon, vous me situez tout de suite, d'accord, bon. C'est cette tradition qui a, avec les trotskistes, avec les anards, en conflit avec, etc. Mais globalement, tout ça, c'est quand même un peu le même monde. Et avec le reste du syndicalisme de transformation sociale qui a construit les institutions dont je viens de parler. Tout ce déjà-là a été construit par ces organisations qui aujourd'hui sont exsangues. Par ailleurs, dans le nous qui est ici, hein, il y a des, je vais dire, je sais pas quoi, des trentenaires éduqués hein, qui connaissent pas, qui ont envoyé balader, qui sont méfiants vis-à-vis de cette tradition-là. Et qui disent, nous ne voulons pas produire de la merde pour du capital. Nous ne voulons pas d'employeurs, etc., etc. Et qui donc expérimentent des formes alternatives en bricolant avec le RSA, avec des CAE, des CEA, je sais pas, etc. Bien. L'enjeu de la sortie de notre déshérence collective, c'est l'articulation de ces deux efforts. Parce que toutes ces expériences qui supposent une haute conscience politique, dire on ne veut pas d'actionnaires ni d'employeurs, c'est une plus haute conscience politique que ceux qui disent recherchons un repreneur. Donc ça suppose une haute conscience politique. Mais ces expériences-là sont vouées à l'épuisement, ou alors à la réussite. Hein. Ça va donner le crédit agricole, ça va donner le crédit mutuel, ça va donner les coopératives basques, ça va donner la même chose que le capital, hein, d'accord ? Donc soit marginalisation, soit hélas réussite. Et si nous voulons que ces expérimentations qui sont nées dans une volonté anticapitaliste soient le ferment d'une revivification de la tradition cégéto-communiste, encore faut-il que les apports de cette tradition soient transmis et que les porteurs de ces initiatives nouvelles revendiquent la socialisation du salaire et non pas le revenu de base, revendiquent la cotisation et non pas la nef. C'est-à-dire que le déjà là est énorme, sous ces deux dimensions-là. L'enjeu, c'est de leur articulation. Et je prends un exemple qui me paraît tout à fait remarquable, l'article de Rimbert dans Le Monde Diplo de décembre pour une presse libre. Pas une presse qui dit pipi caca, hein, comme vous l'avez vu avant-hier dans la première page de Libération. Hein, je vais quand même vous le lire parce que ça m'avait singulièrement intéressé. J'espère que je vais retrouver. Oui. La liberté d'opinion est en danger. Hein. Elle est en danger parce que, et c'est toute la première page, vous avez un bandeau, la liberté d'opinion est menacée, et puis vous avez des mots derrière, pour ceux qui ont pu voir ou qui ont lu Libération. Les mots, c'était ceci, voilà la liberté qui est menacée, hein, de pouvoir dire « putain de Dieu, Bouddha de prise unique, social-démocrate, partageux de droite, fesse, par la barbe du prophète, Dieu est un con, porc cachère, pute vierge, psychopape, pine d'ours, branleur de nonnes. » Voilà. Être libre, c'est pouvoir dire ça dans l'espace public. Donc, mais les journalistes de Libération ne pourront jamais dire « Draghi est un con hein », parce que c'est leur propriétaire. Hein. Propriétaire de Numéricable, de SFR, et donc bientôt de l'Express, de Lire, etc. Si nous voulons que toutes ces expérimentations anticapitalistes
puisse se généraliser et une légitimité, y compris légale, parce que sans légitimité légale, ça devient très compliqué. Je trouve extrêmement inspirant le texte de Rimbert pour une presse libérée du capital et de l'État, où il dit, alors il parle de la presse d'information générale, hein, et il dit pour que vive la filière, hein, de l'imprimerie jusqu'aux messageries, et en passant évidemment par la production de l'information sur les différents supports, information générale, hein, pour qu'elle vive, il faut ajouter au prix de vente, donc il ne supprime pas la marchandise journal, on sait ce que c'est que les gratuits en matière d'information, d'accord? Donc il y a bien un prix de vente, il faut que s'ajoute au chiffre d'affaires de ces journaux 1,9 milliard. Eh bien, c'est pour donc payer les salariés, les investissements, etc. Nous allons, dit-il, proposer une cotisation de 1 millième de la valeur ajoutée, puisque 1,9 milliard, c'est 1 millième de 2000 milliards. Les entreprises vont verser 1 millième de leur valeur ajoutée à une caisse de financement d'un bien commun, information générale. Et nous allons donc avoir des collectifs de travailleurs de la presse, autogérés, mais qui ne s'épuiseront pas dans la recherche de chiffres d'affaires leur permettant de payer ces salariés, parce que, à côté d'un nécessaire prix de vente, moi je suis un partisan farouche de la monnaie, à côté d'un nécessaire prix de vente, il y a une socialisation de la valeur qui garantit cette économie sociale et solidaire, appelons-la comme ça si on veut, encore que dès que vous ajoutez social et solidaire à quelque chose, c'est louche. Je ne décris pas un conte de fées, d'accord, sans violence. La lutte de classe est le moteur de l'histoire. Ce sont les hommes qui font l'histoire à travers un conflit irréductible. Penser que en finir avec la violence capitaliste, c'est en finir avec la violence, est une illusion. Rêver d'une société sans violence est un rêve mortifère, parce que lorsque l'on élimine le pouvoir par décret, il revient par la fenêtre de la pire façon. Quelqu'un qui est porteur, ça ne peut pas être un individu, hein, une classe qui est porteuse d'un projet alternatif, non pas d'une utopie, hein, mais de quelque chose qu'elle construit pas à pas, par des avancées historiques majeures, et puis des temps beaucoup plus atones de recul. La bourgeoisie a mis 5 siècles pour en finir avec l'aristocratie, entre le 14e et le 19e. Voilà notre programme, d'accord, pour en finir avec la bourgeoisie. La bonne nouvelle dans ce que j'annonce de déceptif pour ceux qui croient au grand soir, c'est que depuis un siècle et demi, nous sommes déjà engagés dans une subversion victorieuse du capital. Et c'est cette subversion qu'il faut généraliser. Mais on ne la généralisera pas, ce n'est pas de l'ordre de la décennie, tout cela, d'accord, bien sûr. Parce qu'entre autres, il faut changer les représentations et les institutions. Et ça, c'est très long. Et ça ne se fait pas non plus, d'ailleurs, par une espèce de mouvement je sais pas quoi, de réformisme graduel. Pas du tout, pas du tout. Ceux qui tiennent le pouvoir ne se laissent pas faire, d'accord. Ça ne peut se faire que par des mobilisations populaires qui accélèrent l'histoire, selon des formes très différentes. Hein. Si vous prenez le Front populaire, c'est une victoire électorale d'un Front populaire qui a un programme d'une extrême mollesse. Il y a des radicaux dedans et des socialistes. Ça ne peut pas aller très loin, d'accord. Il y a aussi des communistes. Enfin, globalement, tout ça additionné fait qu'un programme... Mais cette victoire électorale va donner confiance à des ouvriers qui vont occuper les usines. Vous voyez, donc vous avez une articulation d'un processus électoral et
d'un mouvement sans lequel rien ne se serait passé. Ce processus électoral ne génère rien en matière de changement, bien sûr, surtout si c'est un concours de beauté quinquennal entre le même et le même. Le Front populaire est un exemple extrêmement intéressant de ce que une articulation entre dynamique électorale et une dynamique révolutionnaire est possible. Bon, 45, c'est tout à fait autre chose, c'est la résistance, etc. Bien. Les exemples historiques sont très intéressants parce qu'ils nous donnent aussi des pistes sur ce que sera la prochaine étape que nous préparons en permanence. Si on est ici, c'est parce qu'on prépare la prochaine étape. Elle n'est pas programmable. Le fait que des gamins se tuent par le feu, hélas, ça existe. Et puis, il y en a un, là, comme ça, dans la Tunisie. Et puis, vous avez le printemps arabe, comme il y a eu le printemps des peuples en 48, après, etc., en 1848, etc., etc. Tout cela est improgrammable. Mais notre obsession, c'est que lorsque cela se fait, ça ne puisse pas être récupéré par l'extrême droite, par le premier démagogue venu, etc. Donc, notre tâche ici, c'est de nous armer à la fois en tant que mouvement organisé et en tant que porteur de représentation, d'un discours, d'un programme, etc., pour que, en permanence, bien sûr, mais en particulier quand viendra un temps que nous ne pouvons pas programmer, nous soyons en mesure de faire cette accélération de l'histoire qui nous permettra de marginaliser la classe dirigeante, pas totalement, pas surtout, etc., comme ça, bien sûr, hein, mais d'enfoncer des coins de plus que ceux qui sont déjà enfoncés. Je raconte tout ça pour répondre à tout à fait autre chose, qui est quoi? C'est management. Et voilà, bon. Oui, c'était pour dire, oui, nous n'allons pas supprimer la violence, nous n'allons pas supprimer la souffrance. Non. C'est un projet que je peux comprendre, hein, parce que dans la tradition européenne, chrétienne européenne, vous avez eu les monastères, hein, c'est-à-dire on va faire communauté, on va travailler de nos mains dans la proximité, il n'y aura pas de chef, il n'y aura pas de monnaie, on va produire nos valeurs d'usage, ce sera de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, voilà. Mon saint patron, Saint Bernard, se présente il y a 901 ans, en 1113, pardon, aux portes de l'abbaye cistercienne, proche de Dijon, où il habitait. Et il est là, il a 22 ans, il y a 40 mecs, il y avait des mecs, bon, peu importe, pas peu importe, mais enfin c'est comme ça. Enfin, hein. Il y a 40 mecs avec lui, il fait sécession. Hein. Il en a marre de la violence féodale. Il aurait pu échouer, il va réussir, hein, et les Cistériens, au siècle plus tard, les Cisterciens sont parmi les plus gros propriétaires terriens de l'Europe. Hein, c'est-à-dire que c'est comme le Crédit Agricole, d'accord. Donc et en même temps, il faut qu'il y ait ces lieux qui protestent contre la violence en permanence. Mais faire société, c'est pas additionner des communautés. Faire société, c'est pas additionner des lieux qui éliminent la violence. Faire société, c'est affronter la violence. C'est avoir des institutions de gestion de la violence. Et bien sûr que quand nous serons copropriétaires de nos entreprises, évidemment que il n'y aura pas besoin de DRH. Moi, quand j'ai vu arriver DRH dans mon université, je me suis dit, mais merde, ça fait depuis 9 siècles qu'on se passe de DRH. Qu'est-ce qui vient de nous emmerder avec un type qui va nous dire, ou une femme, c'est souvent des femmes, qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, comment... Enfin, on sait faire, pas besoin de... Quand arrive un DRH quelque part, c'est le commencement de la fin. Hein. Bon. Donc là, bien sûr que nous allons supprimer le management capitaliste qui gère par la peur, qui gère par la dictature du temps. Oui, mais est-ce que ça supprime la souffrance? Sûrement pas. Parce que nous allons avoir une hiérarchie des salaires.
cette hiérarchie des salaires, et il faut qu'il y ait une hiérarchie des salaires, pour qu'il y ait un lieu de gestion de la violence. Une hiérarchie des salaires, et de 1 à 4. Hein. Si on ne peut pas gagner plus de 6 000 euros par mois avec une propriété lucrative interdite, il n'y a aucune accumulation intergénérationnelle possible, rien du tout cela. Bien. Donc nous ne renouvelons pas des centres d'accumulation capitalistes. Mais je prends 4 parce que c'est les conventions collectives les mieux négociées. Le rapport interdécile est de 1 à 4. La fonction publique, le rapport interdécile est de 1 à 4. La CGT propose 4 niveaux de qualification. Enfin bon, je suis porteur de cette tradition, je l'exprime. C'est à discuter, bien sûr. Mais il est clair que pour une même production de valeur d'usage, certains auront un salaire de 1 et d'autres un salaire de 4. Bon, ça va être le lieu de la lutte de classe. Hein, parce qu'on va s'empailler sur les jurys, les critères, l'ampleur de la fourchette. Pourquoi tel groupe, pourquoi pas tel groupe, pourquoi telle tâche prise en compte, pourquoi pas telle autre, enfin, etc., etc., etc. C'est-à-dire que nous allons avoir un lieu politique de gestion de la violence. Hein. Dire tout le monde au même salaire, c'est une illusion absolue qui fait comme si il n'y avait pas de rapport de pouvoir dans la production.